Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon intention aujourd'hui c'est de répondre à l'une de vos questions. Comment choisir le thérapeute le plus adapté à la spécificité d'un symptôme? Merci donc pour vos questions, pour vos retours, pour vos témoignages. Je profite aussi de cette vidéo pour exprimer ma gratitude à tous ceux qui m'ont sollicité et m'ont accordé leur confiance. Je m'appelle Philippe Génie et je pratique la psychothérapie depuis 2003. Avant de se lancer dans une démarche, il est rassurant de savoir à quoi s'attendre. De façon scolaire, on pourrait diviser la thérapie en 3 phases classiques. Et selon l'approche du praticien, une phase supplémentaire d'intégration. La première séance commence par un état des lieux. Durant cette première phase, se succèdent les questions-réponses qui permettent de collecter les informations afin de cibler la véritable cause du problème. On l'appelle l'anamnèse. En second lieu, arrive la détermination de l'objectif à atteindre. En page déroulement des séances, une vidéo vous explique comment définir de façon spécifique votre objectif. Une fois l'état présent et l'état désiré bien définis, le praticien aura pour mission d'apporter les ressources nécessaires et suffisantes afin d'éviter toute rechute. C'est l'espace d'information et de recadrage. À cela peut s'ajouter des exercices pratiques tirés de la PNL, de l'MDR, de l'auto-hypnose. Je considère que la thérapie est un espace d'apprentissage où, dans un climat de confiance, le consultant a besoin de comprendre et d'apprendre comment retrouver une paix de l'esprit, comment être autonome et actrice ou acteur de sa santé. Je pense donc qu'il est judicieux de vous donner d'abord un bref aperçu de la logique du cerveau, puis je vous donnerai une description succincte de quelques moyens d'action utilisés en thérapie. Ces informations auront pour but de vous aider à comprendre pourquoi et comment choisir tel ou tel praticien. Dès que surgit un problème de santé, on a tendance à se poser la question pourquoi. Pourquoi ai-je cette angoisse, ces migraines? Je voudrais comprendre pourquoi je n'arrive pas à mincir. Si vous êtes arrivé juste ici, c'est que vous avez bien compris que le symptôme est un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de notre conscience. On prête à Carl Gustav Jung la citation suivante. La maladie ne surgit pas par hasard, elle nous sert d'indicateur pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations. Je vous propose donc d'ouvrir une fenêtre sur le mode de raisonnement du cerveau inconscient. En effet, du point de vue du cerveau, la question serait plutôt « Pourquoi devrais-je changer ma solution si toi le conscient, tu ne changes pas la façon dont tu as perçu la situation qui est à l'origine du symptôme ?» Pour mémoire, notre cerveau est la somme de plusieurs millions d'années d'adaptation à l'environnement. C'est un ordinateur auto-apprenant. Il fait au mieux, à l'instant T, compte tenu des informations dont il dispose. Basiquement, dans l'ici et maintenant, il analyse et donne des résultats en fonction de 3 critères principaux: le corps, la distance et le temps. Prenons l'exemple d'une proie qui aperçoit un prédateur. Le raisonnement est à peu près celui-ci. Comment mettre mon corps en sécurité compte tenu de la distance et du temps qui me sépare de lui? En revanche, notre logique consciente, qui n'a que l'âge de nos artères, souvent par confort, nous maintient dans nos habitudes, nos références. Cela entretient des comportements limitants. J'ai toujours fait comme ça. Cette pensée se noie aussi dans des concepts, des comparaisons, des anticipations sans réel fondement. À chaque fois, je me plante. De toute façon, je suis nul. J'y arriverai jamais. Le problème survient quand nos expériences douloureuses du passé définissent notre identité. Cela influence notre quotidien,
notre bien-être, nos décisions. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que je sois timide, je dois prendre la parole en public et mes pensées se bousculent. Est-ce que ça va bien se passer? La dernière fois, j'ai bafouillé. Et si ça recommence? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Faudrait pas que je rougisse. L'émotion monte et les symptômes apparaissent. On pourrait échelonner les symptômes selon leur intensité. Cela peut être soit d'ordre émotionnel, de l'angoisse, du stress ou une dépression. Ça peut aussi être un comportement indésirable tel que des TOC, une compulsion alimentaire, une addiction au tabac et à l'alcool, un manque de confiance en soi. Soit enfin, on pourrait avoir un symptôme qui s'exprime dans la biologie, comme de l'eczéma, de la fibromyalgie, des migraines ou un problème de poids qui résiste à une alimentation équilibrée et une activité sportive adaptée. Le même Carl Gustav Jung disait de la maladie quel est l'effort que fait le corps pour retrouver l'équilibre et guérir. Physiologiquement, le symptôme serait alors la partie visible d'une stratégie d'adaptation à l'environnement. Hélas, si le symptôme perdure, c'est que la solution est imparfaite. Cela devient chronique. L'idée serait alors de comprendre la logique du cerveau, l'intention qui nourrit le symptôme, et proposer à l'inconscient dans son langage une alternative qui permettrait de supprimer la charge émotionnelle qui nourrit le symptôme. Quel que soit le souci, si passé un délai réaliste, vous n'avez pas trouvé de solution, je vous invite à consulter. Combien de fois ai-je entendu de la part de personnes sincèrement investies, je pensais vraiment pouvoir m'en sortir seul. Mais avez-vous déjà vu un ordinateur se réparer seul? Et puis, culturellement, c'est bien connu, les psys, c'est pour les fous. Alors, faisons un jeu, une petite expérience ludique. Si je vous dis, ne pensez surtout pas à une pomme, que s'est-il passé? Pour bon nombre d'entre vous, il y a de fortes chances que vous ayez eu l'image de la pomme qui vous ait traversé l'esprit. On observe donc une dualité. D'un côté, la partie consciente qui voulait ne pas voir la pomme, et une autre partie inconsciente qui a donné pour résultante l'image de la pomme. Alors, avons-nous vraiment un problème psychologique? Ou est-ce un problème de communication, de compatibilité linguistique entre le conscient et l'inconscient? Ce qui m'amène à la question du jour. Comment choisir son psy? Compte tenu du symptôme, faut-il choisir un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute ou une thérapie spécifique? De manière générale, le psychiatre est un médecin de la santé mentale spécialisé en psychopathologie et psychopharmacologie. Il posera donc un diagnostic sur une pathologie telle qu'une dépression, un burn-out, un trouble bipolaire. Il vous fera bénéficier de ses connaissances théoriques et pratiques. Il puisera dans la pharmacopée pour y apporter une solution ou un soulagement. Il est possible aussi de s'orienter vers un suivi psychologique. Le psychologue clinicien est un professionnel du fonctionnement psychique dans ses aspects subjectifs. Pour faire simple, l'approche du psychologue est globalement orientée vers l'observation de vos comportements et l'analyse de votre raisonnement cognitif. Sans véritable transition, je souhaiterais citer Milton Erickson, un psychiatre américain de renommée mondiale qui, parlant de son expérience, disait « La boîte à problèmes n'est pas forcément la boîte à solutions ». Savoir pourquoi nous avons un problème semble insuffisant. L'idée serait d'offrir au cerveau une encore meilleure solution, de nouvelles options,
Je propose donc une nouvelle approche, la psychothérapie. Elle se distingue par son côté interactif et orienté solution. Après avoir convenu avec le consultant l'objectif à atteindre, puis cibler la véritable cause du problème, chaque thérapeute élabore une stratégie qui combine les ressources et les outils en sa possession. Dans le registre des principaux moyens d'action, il y a la TCC, la thérapie comportementale et cognitive. Prenons l'exemple d'une personne timide à laquelle on proposera, entre autres, des exercices de mise en situation pour l'amener à repousser ses limites et l'aider à dissoudre ses peurs. Dans le cas de problèmes de couple, de problèmes familiaux, dans le coaching d'entreprise, on fera appel à l'approche systémique. La thérapie systémique découle de la cybernétique, la science des échanges entre différents systèmes et le principe de rétroaction. Cela met en évidence que nous sommes un système complexe, fait d'une conscience, d'une pensée, d'un cerveau et un corps. Nos comportements sont régis par le cerveau qui gère nos valeurs, nos critères, nos règles, notre éducation. Et parce qu'au quotidien, nous sommes en relation avec différents systèmes complexes, le but sera d'accepter que l'autre fonctionne d'une façon différente et d'apprendre à nous synchroniser au système avec lequel nous sommes en relation. Avez-vous déjà entendu l'expression « c'est plus fort que moi » ? La volonté seule semble impuissante. Si l'on veut que le cerveau collabore, il serait judicieux de parler son langage. En effet, en thérapie, il faut bien sûr parler au conscient qui veut comprendre et comprendre, qui aime apprendre, au conscient qui choisit, qui décide. Mais il faut aussi s'adresser à l'inconscient qui gère tous nos programmes du quotidien. Parler, marcher, courir, chanter, faire du vélo. Et pour parler dans le langage du cerveau, nous avons une trousse à outils de premier choix, un livre de recettes. J'ai nommé la PNL, la programmation neuro-linguistique. Les co-créateurs de la PNL, Richard Bandler et John Maida, se sont posé la question: comment le cerveau encode-t-il l'information au niveau neuronal? Grâce à leurs recherches, ils ont conçu de très nombreuses techniques spécifiques, rapides d'application et très efficaces en termes de résultats durables. Métaphore, ancrage, dialogue des parties. En thérapie, la majorité du temps est allouée au recadrage. Le recadrage, c'est l'espace de travail où le praticien jongle de façon imperceptible avec toutes ces techniques. C'est l'art de multiplier les positions de perception et de créer des hypothèses. Le but est de passer d'une vérité perçue et source de symptômes à une multitude d'options, de solutions, afin que le consultant puisse choisir la version la plus judicieuse, logique et séduisante. À noter que chaque praticien, en fonction de ses affinités et son expérience, possède sa propre boîte magique, ses propres outils. Il les a sélectionnés pour leur efficacité. L'objectif est de permettre aux consultants investis d'accéder, dans la majorité des cas, à une thérapie brève. Selon la spécificité du symptôme, cela peut aller de 2 à 5 séances pour de l'angoisse, du stress, une addiction, le comportement de fumeur. Hélas, malgré un travail bien fait, il est difficile d'intégrer toutes ces informations à un niveau inconscient. C'est la raison pour laquelle j'utilise souvent, en fin de séance, l'hypnose ericksonienne. Parce que l'hypnose est assez méconnue, elle peut faire peur ou fasciner. Je vous rassure donc, nous glissons tous dans cet état plusieurs fois par jour, quand nous sommes dans la lune. Par la force des choses, on peut entrer dans cet état d'hypnose, mais pas à la même vitesse. Contrairement à certaines croyances, l'efficacité de l'hypnose ne dépend pas des suggestions. On ne donne pas d'ordre écologiquement incohérent
au cerveau. Pas plus que de crier sur un ordinateur pourrait stopper ou transformer un programme en cours d'exécution. Le résultat dépend donc de la pertinence de l'information. L'alternative, la solution évoquée en thérapie, devra donc être à même de neutraliser la cause du problème. Mais alors, en quoi l'hypnose est-elle utile en thérapie? Eh bien, cet état intermédiaire entre l'éveil et le sommeil permet d'ouvrir un espace où, de façon comparable à la mise à jour d'un ordinateur, la partie de vous nouvelles ressources pour dialoguer avec la partie de vous symptômes. Parce que l'inconscient respecte vos nouveaux choix conscients, il se produit un réalignement spontané de vos valeurs ou de vos critères ou de vos croyances. Le processus est 100% écologique puisque tout se passe à un niveau inconscient entre vous et vous. On n'enlève rien, on transforme en ajoutant de nouvelles options afin de retrouver l'équilibre et la santé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses. S'il vous restait des questions sur la thérapie ou sur certaines pathologies, n'hésitez pas à me les faire parvenir via la page contact de mon site www.génie-hypnose.fr. Vous trouverez aussi des liens sous cette vidéo. Je vous invite à la partager généreusement. Encore merci pour votre curiosité. À bientôt dans une autre vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci.